face-à-face. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit Olivier Postelvinet, auteur du livre Homo Cretinus, le triomphe de la bêtise, et c'est aux éditions La Cité. Bonjour Olivier Postelvinet. Bonjour. Nous vous avions reçu pour le Sapiens et le climat. Vous avez écrit plusieurs livres. Vous avez été, je le rappelle, effectivement, à Courrier International, très longtemps. Vous avez dirigé, c'est ça ? Oui. Et La Recherche aussi, le journal La Recherche. Et Books, bien sûr, qui est votre petit chouchou préféré, vous le dites, hein, à plusieurs reprises. Sapiens et le climat, une histoire bien chahutée. Et là, vous publiez, donc, aux presses de la Cité, Homo Cretinus, le triomphe de la bêtise. Alors, d'abord, effectivement, je voudrais poser la question, pourquoi vous avez choisi ce sujet et vous l'avez étendu, et c'est intéressant, mais on va en discuter, à tous les domaines pratiquement, je veux dire, qu'ils soient politiques, économiques et autres, enfin, chez les philosophes, chez les scientifiques, un peu partout. D'abord, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce territoire immense et assez terrain incognita encore? Je me suis posé la question et en fait, j'ai pas vraiment la réponse. Je sais pas très bien ce qui m'a poussé à écrire ce livre, mais vous savez, quand on écrit un livre, quand on décide d'écrire un livre, il y a un phénomène de cristallisation qui se produit un peu comme dans l'amour, selon Stendhal. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, bon, on se dit, on y va. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans ma carrière de journaliste, j'ai souvent observé des cas de bêtises patentes autour de moi et chez moi. C'est là que je me suis rendu compte, pas sur le moment, bien sûr, mais après coup, enfin, si, bien sûr, on se rend compte d'une bêtise qu'on fait, d'une bêtise qu'on dit. Je vais certainement en dire quelques-unes aujourd'hui, mais ça, c'est de la bêtise que j'appelle épisodique. Mais la vraie bêtise, c'est-à-dire le fait que son propre cerveau devient la proie d'un système de pensée pervers qui le fait dévier de l'exercice normal de l'intelligence. Ça aussi, je me suis rendu compte que ça m'avait atteint. Et puis, justement, chez Books, la revue Books que j'ai longtemps dirigée, que j'ai créée et dirigée, très bonne revue littéraire, oui. Je m'étais amusé à faire un numéro spécial, un dossier spécial sur la bêtise, parce que on avait mis Trump en couverture, c'était pas forcément la meilleure idée, mais parce que je me suis intéressé depuis très longtemps à la question du QI. Qu'est-ce que c'est que le QI? Qu'est-ce que ça vaut? Quelles sont les mesures du QI, etc. C'est l'intelligence, oui. Et j'avais constaté dans mes lectures que un certain nombre de chercheurs estimaient que depuis le début de ce siècle, on assistait plutôt tendanciellement à une baisse du QI dans les années, dans les pays occidentaux. Alors que le QI avait, d'après les mêmes spécialistes, beaucoup augmenté au XXe siècle, et notamment dans la deuxième partie du XXe. Donc je me suis demandé si c'était sérieux ou pas. J'ai regardé la littérature sur la question, je l'ai même, enfin plus que regardé, je l'ai potassé. Littérature en anglais, très spécialisée, assez indigeste, il faut bien le dire, pour arriver à la conclusion qu'en fait, les scientifiques en question n'en savaient rien. C'est extrêmement difficile d'évaluer l'évolution du QI sur les grandes populations. Oui. Mais je me suis quand même... j'ai quand même été... je me suis rendu compte de deux choses. D'abord que je m'intéresse depuis très longtemps à la question des réseaux sociaux. Et il me semble, et on pourrait y revenir, que les réseaux sociaux ont pour effet... Enfin, l'un des effets des réseaux sociaux, c'est plutôt d'assiser la bêtise que le contraire. Ça, c'est le... C'est ce que vous dites, on va en parler de ça. Ça, c'est un premier point. Oui. Moi, je voudrais, justement, rebondissons là-dessus. Moi, je me demande, alors en vous écoutant, d'ailleurs, vous êtes très franc, on est toujours l'homo cretinus de quelqu'un, que ce soit moi, que ce soit vous ou d'autres. Moi, je suis assez étonné. Quelque part, j'ai lu ce livre qui est très bien fait, avec beaucoup d'intérêt. Et en même temps, j'ai l'impression, Olivier Postelvinet, je vous le dis avec toute la sympathie que j'ai pour vous, que vous êtes vous-même enfermé et borné dans une certaine orientation. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord sur Trump. Je ne suis pas un trumpiste déchaîné, mais prendre
comme symbole de la bêtise Trump, alors que vous aurez un certain nombre de politiques que nous connaissons, même plus proches de nous, dont le QI, je ne sais pas que vaut le QI, mais quand vous dites vous le QI est extrêmement... mais franchement, je veux dire, moi, il se fait que j'ai suivi la politique américaine et que je connais assez bien. Je vais très très souvent là-bas. Ça ne fait pas une expérience. Mais honnêtement, choisir comme parangon de la bêtise et du crétinisme Donald Trump, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Kamala Harris et Biden, m'a paru étrange. Donc, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous-même, alors les réseaux sociaux, même chose, vous savez très bien ce qui se passe dans la presse, vous êtes journaliste, vous savez très bien que la moitié de la presse aujourd'hui se cache à cacher la réalité, et c'est pas nouveau. Vous savez très bien qu'en 14-18, toute la presse disait que les enfants, que les Allemands ont coupé le truc des enfants, etc. C'est-à-dire, vous parlez des réseaux sociaux, évidemment qu'il y a le pire et le meilleur. Et bien sûr qu'il y a la calomnie. Bon, enfin, il y a aussi des choses mais que moi et vous ne connaîtrions pas, des chroniques dans des revues, etc., si les réseaux sociaux ne nous les signalaient pas. Alors, je suis étonné par ça. Voilà, je vous donne mon sentiment. En ce qui concerne Trump, en fait, le début de mon livre, je m'amuse plutôt qu'autre chose. Je ne suis pas en train de faire de Trump une mascotte de la bêtise, d'autant que j'écris, je crois, de façon claire que finalement, c'est un homme, à certains égards, extrêmement intelligent, compte tenu de l'évolution de son parcours. Mais ce que vous soulignez, en fait, en disant que vous... me soupçonner d'être moi-même enfermé dans quelque chose. Comme moi aussi, hein, tous peut-être. Peut-être vous aussi, oui. En effet. En fait, ce que vous mettez le doigt sur l'un des sujets qui m'intéresse le plus et que je décris dans ce livre, c'est la question du réseau de ce que j'appelle le noyau de croyance. En fait, chacun d'entre nous a, qu'on le veuille ou non, un noyau de croyance, qui structure notre personnalité, à laquelle on tient, et dont on n'a pas du tout envie de se débarrasser. On n'en est pas forcément très conscient, ça c'est un point important, mais on peut en être conscient, et en revanche on y tient beaucoup, et c'est sur ce noyau de croyance, qui peut être tout à fait fondé, mais comme chacun sait, les noyaux de croyance sont divers et souvent s'opposent les uns les autres selon les individus et les collectivités. Bien sûr. Eh bien, c'est sur ce noyau de croyance que se greffe le polype de la bêtise, ce que j'appelle le polype de la bêtise, c'est-à-dire, pour moi, enfin moi je me représente la bêtise comme une sorte de polype. On peut parler de virus aussi, mais je préfère l'expression de polype, parce que c'est une sorte, dans mon esprit, peut-être que je fantasme, mais c'est un être vivant, en fait, la bêtise. C'est un être vivant qui est omniprésent, qui est présent partout, dans toute la société, chez chacun d'entre nous, qui l'a toujours été naturellement, qui probablement est plus attisé dans certaines périodes que dans d'autres, attisé aujourd'hui, à mon sens, assez nettement dans la société actuelle. Et donc, la bêtise vient, au fond, au risque de figer ce noyau de croyance, de le borner. De le borner, comme vous dites très bien. On va en parler. Non, mais c'est très intéressant parce que, en fait, moi, le reproche que vous faites, c'est pas sur le fond de votre livre. Le reproche. Disons, la nuance, c'est est-ce que c'est la bêtise ou est-ce que c'est pas autre chose? Mais on va en reparler tout de suite. Après cette petite pause, à tout de suite. Et bien sûr, si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300. Berkov dans tous ses états revient tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec plaisir avec Olivier Postel-Vinet, un livre qui pose des questions, qui pose de vraies questions. C'est quoi la bêtise? C'est quoi d'être borné au sens littéral du terme, on va parler? Homo Cretinus aux éditions de la Cité. Et vous donnez énormément d'exemples. C'est vrai, c'est presque, enfin c'est encyclopédique quelque part. Et justement, comment parler effectivement, on parlait hors antenne des gens qui pensent absolument que la Terre est plate. D'ailleurs, il y a des religions qui continuent à vous dire que la Terre est plate. D'ailleurs, vous parlez des religions, vous parlez de la science, vous parlez de la philosophie, et vous parlez aussi de la bêtise intelligente. C'est intéressant ça. C'est quoi la bêtise intelligente, Olivier Postel-Vinet? Oui, alors ça c'est une notion qui
qui a été déjà largement labouré par les grands écrivains, que ce soit Shakespeare, Flaubert, etc., Proust, bien sûr. Mais c'est une notion qui a été formulée, je crois, pour la première fois par l'écrivain autrichien Robert Musil. Ah oui, l'homme sans qualité. Qui est l'auteur de L'homme sans qualité, qui était un sacré pavé, passionnant. Remarquable, oui. Et parce qu'en fait, il a fait une conférence à Paris en 1936, c'est-à-dire au moment où le nazisme avait largement pris son essor, sur la bêtise. Une petite conférence que j'ai lue et relue avec un grand intérêt. C'est peut-être le texte le plus intelligent, entre guillemets, qui a été écrit sur la bêtise, du moins de mon point de vue. Et c'est là qu'il introduit de façon... dans le terme, l'expression même de bêtise intelligente. C'est l'idée que la bêtise, certes, elle existe chez les gens dont le QI est faible, elle est partout, bien sûr, mais l'un des traits les plus intéressants de la bêtise, c'est qu'elle n'épargne pas les gens qui sont par ailleurs les plus intelligents, c'est-à-dire ceux qui ont fait les meilleures études, ceux qui sont arrivés au sommet de la société, au cœur de l'élite. Elle ne l'épargne pas non plus. Et c'est particulièrement dangereux, puisque les gens de haut niveau qui se laissent en fait capter par le polype de la bêtise, pas forcément sur tous les sujets, bien sûr, mais sur certains sujets, sont des gens qui deviennent en fait particulièrement dangereux. Oui, parce qu'ils ont le pouvoir. Qui représentent un risque parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils ont du pouvoir, que ce soit en médecine, que ce soit en sciences, que ce soit en politique, etc. Ou dans les médias. Et donc, cette question de la bêtise intelligente mérite vraiment d'être examinée de près. Qui a dit, vous le dites dans votre livre, qui a dit il y a autant d'imbéciles parmi les polytechniciens que dans la population? Eh bien, c'est un polytechnicien. Justement, c'est le fondateur de la STOM en l'entre-deux-guerres, un homme très original qui a écrit ses mémoires. Et il a écrit ça. C'est une sorte de boutade, bien sûr, mais qui reflète une vérité profonde, je crois. Bien sûr, il n'y a pas de statistiques sur la question, ça n'aurait aucun sens. Et je me souviens très bien que Germaine Tillion, l'ethnologue que j'ai bien connu, avait fait cette formule sienne. C'est-à-dire qu'elle qui avait examiné la bêtise sous toutes les coutures, y compris en camp de concentration, mais aussi au sein des cabinets politiques de la 4e République, etc. Elle disait la même chose. Elle disait, en tant qu'ethnologue, moi, Germaine Tillion, je dis, le taux d'imbéciles est identique, quel que soit le milieu, quel que soit le milieu social, le statut, etc. Et y compris chez les gens qui sont considérés et qui se considèrent comme étant les plus intelligents. Parce que l'un des risques, évidemment, de la bêtise chez les personnes intelligentes, c'est une enflure du soi qui fait qu'on est particulièrement aveugle à sa bêtise. Bien sûr. Les gens modestes sont souvent prêts à dire moi au fond je sais pas très bien, ça peut être vrai mais ça peut être pas vrai, je me demande si, je me pose des questions, etc. Mais à partir d'un certain niveau de compétences reconnues par la société, il y a vraiment un risque de se construire des positions figée et dangereuse. Mais alors justement, c'est très intéressant parce que vous donnez énormément d'exemples, d'ailleurs souvent passionnants, et vous parlez par exemple des extrémistes en politique, vous parlez de Sinwar et de Deif, en ce moment on en parle beaucoup, le Hamas par exemple, mais aussi chez Renaud Camus et autres, enfin sur les intellectuels, vous parlez de Sartre, pas en très bons termes, et de Lévi-Strauss, mais ce qui est intéressant, c'est que est-ce que l'extrémisme, quel qu'il soit, idéologique, philosophique, intellectuel ou politique, est une forme de bêtise pour vous? Oui, tout à fait. C'est une des formes les plus évidentes et les plus dangereuses de la bêtise. Ceci depuis très longtemps, naturellement. Et pourquoi ? Parce que l'extrémisme, c'est un raidissement de l'idéologie. Alors, l'idéologue, on dit toujours que c'est toujours l'autre qui est bête, bien naturellement. C'est pas moi. C'est toujours l'autre qui est idéologue. C'est pas moi. Bien sûr, mais en fait, nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des idéologues. Plus exactement, nous sommes tous, de manière modeste et pas forcément du tout extrémiste, imprégnés d'une et en général de plusieurs idéologies.
ça rejoint la notion de noyau de croyance que j'ai évoqué tout à l'heure. L'un des plaisirs de la bêtise, l'une des joies du polype, c'est de s'emparer de ces éléments d'idéologie qui peuvent exister parfois à l'état latent chez un individu pour les radicaliser, les extrémiser et en faire des fous de Dieu. Oui, par exemple, effectivement, comme on en voit beaucoup en ce moment. On va continuer à en parler parce que c'est passionnant. En fait, la grande question, je dirais plus que shakespearienne, c'est pas to be or not to be, where do we put the cursor or where do we don't put the cursor. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Olivier Postelvinet. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit Olivier Postelvinet, auteur du livre Homo Cretinus, le triomphe de la bêtise. Et si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Olivier Postelvinet, Homo Cretinus, le triomphe de la bêtise. Est-ce qu'elle a complètement triomphé ? On espère que non, mais c'est d'ailleurs la question qui est posée dans le bouquin. Et vous traversez tous les champs, pratiquement tous les champs, Olivier Postelvinet. Effectivement, l'état profond, est-ce que c'est du complot, est-ce que c'est une espèce de délire plus ou moins polypial de la bêtise, Elon Musk, les réseaux sociaux, et vous parlez d'ailleurs, vous donnez des exemples incroyables chez les hippopotames, les spécistes, les animalistes, formidables les animalistes, ça c'est vrai. Je me rappelle d'ailleurs juste un mot, c'était un conseiller municipal de Strasbourg qui disait il faut protéger les punaises de lit, les pauvres elles savent pas ce qu'elles font en faisant ça, pardonnez-leur parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Et puis un certain nombre d'autres champs que effectivement Judith Butler et le trouble dans le genre, la théorie du genre, on en a encore parlé ici. Le côté idéologie, vous en parlez vous-même puisque vous citez quand on dit Lee Marx, etc., les gauchistes, vous en parlez très bien. Heureusement que vous avez une famille qui était quand même, qui vous amenait à raison et lucidité gardée, il faut le dire. Mais est-ce que tout cela, alors la question, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans deux dimensions qui sont une dimension d'une espèce d'effectivement d'entêtement cognitif qu'on a tous et qu'on a beaucoup de mal souvent à justement à mettre en question, et deuxièmement la question de l'argent, enfin du conflit d'intérêts de l'argent, où effectivement chaque comment dire délire ou chaque manifestation de la bêtise, etc., trouve ses appuis dans un certain nombre d'institutions, racaille d'en haut, racaille d'en bas, je parle de la racaille d'en haut, qui dit, ah là là, il y a, pour parler vulgairement, du fric à se faire là-dessus. Oui, alors, une réponse possible que je formule dans mon livre, c'est que je cite, je crois, la formule d'Yvan Oudouard, l'exploitation de la bêtise n'est pas à la portée du premier imbécile venu. C'est l'idée que, bien sûr, il y a la bêtise, comme la bêtise est un phénomène majeur, mais il y a des gens qui en profitent, bien sûr. La démagogie, c'est une façon, que ce soit de droite ou de gauche, c'est une façon de profiter de la bêtise. La publicité, le marketing, etc., c'est une façon de profiter de la bêtise. Les réseaux sociaux sont une façon absolument géniale de profiter de la bêtise des uns et des autres, puisque comme vous le savez, pour faire de l'argent, les ténors de la Silicon Valley ont conçu des algorithmes qui permettent, qui font en sorte que, notamment les jeunes, mais pas seulement les jeunes, qui ont un tropisme pour telle ou telle forme d'intérêt, etc., se voient littéralement assaillis, entourés de nouvelles vidéos, de nouveaux messages, etc. On leur donne ce qu'ils attendent, quoi. Qui vont dans le sens de ce qu'ils attendent déjà, ce qui renforce ce que les spécialistes appellent des bulles cognitives, c'est-à-dire que ça a un effet d'enfermement. Mais l'objet véritable de tout ça, c'est quand même de faire de l'argent. Donc là, je vous rejoins, mais peut-être sous cet angle-là, cet angle de l'exploitation de la bêtise. La bêtise est un phénomène massif, majeur,
dans la société, et donc il est parfaitement normal que les gens qui veulent faire de l'argent... Oui. Vous voulez dire, c'est un Eldorado, la bêtise. C'est un véritable Eldorado, il n'y a aucun doute, c'est bien. D'accord. Merci, j'aurais dû utiliser cette formule dans mon livre. J'ai un gisement aurifère, un gisement aurifère. Mais alors justement, par rapport à... Alors c'est intéressant, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui fait quand même, alors au-delà des réseaux sociaux et au-delà, qu'est-ce qui fait que ça marche très bien? Et quand je dis ça marche très bien, vous avez parlé effectivement les platistes, la Terre est plate, mais quand on voit, et c'est pas nouveau effectivement, que par exemple un leader, un Hitler, un Mussolini, un Pol Pot, un Xi Jinping, etc., peuvent effectivement, et on l'a vu, hélas, et c'est pas nouveau, enflammer les gens ou abrutir les gens. L'autodafé des livres, etc., par exemple, et puis d'autres choses. Et aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce n'est plus, on n'est plus dans Hitler, on n'est plus dans Mussolini, on n'est plus dans Pol Pot, heureusement, mais on est dans ce totalitarisme soft, et qui est moins grave que l'autre. La Gestapo appelle pas à 6h du matin, tape pas à 6h du matin, mais qu'est-ce qui fait que ça marche encore très bien aujourd'hui? Alors, j'ai tendance à penser que c'est une question question difficile, mais j'ai tendance à penser que la réponse doit se situer du côté de nos angoisses, c'est-à-dire et en particulier de l'angoisse de l'homme face à la difficulté de comprendre le monde qui l'entoure. Et évidemment, ceci est de tous les temps. Hein, quand on pense j'ai lu récemment un livre sur les délires au Moyen-Âge, chasse aux sorcières, etc. L'an 1000, etc. Voilà, etc. Les différents types d'eschatologie, de millénarisme, etc. Et les croyances actuelles, souvent, sont un peu du même type que de celles qu'on voyait se répandre au Moyen-Âge. Et même si les choses ont changé, les moyens de les véhiculer ont complètement changé. Mais le fond des choses reste, me semble-t-il, à peu près le même. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse fondamentale au fond, je ne comprends rien à ce qui m'entoure. Alors, qu'est-ce qui va m'aider à comprendre? La religion, par exemple. La religion, une idéologie un peu structurée, hein, le communisme, le fascisme, etc. Aujourd'hui, certains aspects de l'écologisme. Et donc, le woke, par exemple. Oui, le wokisme, mais aussi des phénomènes du même genre du côté de la droite radicale. Vous dites, on cherche des béquilles pour vivre, quoi. Mais on en a besoin. Et c'est d'ailleurs une fonction de la bêtise, probablement, si on se place du point de vue de la théorie de l'évolution. Enfin, en tout cas, on peut émettre l'hypothèse qu'une fonction de la bêtise, c'est justement de protéger. C'est-à-dire... face à cette angoisse souvent absolument insupportable, je lis un autre livre sur la peste noire au Moyen-Âge, c'est absolument terrifiant, quoi. Et donc on ne sait plus à quel saint se vouer, c'est vraiment le cas de le dire. Eh bien aujourd'hui aussi, on ne sait plus très bien à quel saint se vouer. Qui a raison, on entend tout et son contraire. Le monde paraît de plus en plus compliqué. Est-ce qu'il est vraiment plus compliqué qu'avant? J'en sais rien. Mais il paraît de plus en plus compliqué en raison de l'immédiateté des médias, de la des informations, etc. Donc on comprend que dans ce contexte-là, des esprits, et surtout des jeunes esprits que l'éducation nationale et leurs parents n'ont pas forcément très bien formés, qui ne sont pas introduits à ce que chez Books, dans mon journal, nous appelions le bon usage de l'esprit critique, hein, parce qu'évidemment l'esprit critique, on peut faire l'usage qu'on en veut. Oui. Voilà. Donc pour moi, s'il y avait à creuser ce sujet, j'irais dans cette direction d'une analyse du facteur angoisse. Oui, facteur angoisse, et effectivement, j'ai besoin d'une explication, on me la donne, je suis content. Enfin, quelque part. Oui, et d'ailleurs, toutes les formes de complotisme se réfèrent aussi, rentrent dans ce schéma explicatif peut-être un peu simple, mais le propre du complotisme, c'est que on se met à croire à une théorie qui est fausse en réalité, mais qui nous soulage.
et qui présente aussi un autre intérêt, c'est de nous faire entrer dans une communauté. Donc ça aussi, c'est rassurant. Oui, on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Oui, mais alors justement, juste pour rester sur le complotisme, en plus, il y a des auditeurs qui nous appellent, effectivement, ils sont très intéressés par ça. Mais que faire quand vous savez très bien que s'il y avait Wikipédia, Galilée serait traité de complotiste? Quand il a dit, pourtant elle tourne. Je veux dire, aujourd'hui, comment classer? Est-ce que c'est un autre effet de la bêtise et du polype? Quand vous avancez, je ne parlerai pas seulement du Covid et du vaccin, autre chose. Vous dites quelque chose qui se révèle, d'ailleurs, 4 ou 5 ans après, un fait, mais que vous êtes traité, vous savez, les exemples abondent et c'est pas nouveau, vous êtes traité de tous les noms quand vous osez avancer cela. C'est-à-dire que quand vous allez en science, c'est ça, en science, c'est la contestation. Vous allez vers une piste que les autres ne suivent pas, vous êtes un charlatan ou un complotiste. Oui, parce que l'une des... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais l'une des formes, ou l'une des expressions des formes de la sottise, ou plus exactement l'un des moyens qu'utilise le polype pour exercer son empire, voilà, pour filer la métaphore, c'est de créer des consensus. De créer des consensus qui rassurent aussi, qui rassurent. Hein, on parle des consensus sur toutes sortes de sujets. On se réfère à des consensus scientifiques pour prendre... Qui deviennent la doxa. Pour prendre des décisions. Ouais. Et ces consensus, ils deviennent la doxa. Alors, ces consensus, ils sont souvent justes, mais pas toujours. Mais pas toujours, voilà. C'est ça. Et à partir du moment où quelqu'un ou un groupe de gens commence à soupçonner qu'un consensus n'est peut-être pas aussi sérieusement validé qu'ils le croient, eh bien, comment ces gens-là vont être reçus par la société? On va leur fermer la parole. On va les traiter de tous les noms. Alors même que peut-être ils ont raison. Hein, le nombre de scientifiques francs-tireurs qui ont été voués aux gémonies, mis à l'écart de la société alors qu'ils avaient raison, on ne les compte plus. En même temps, se lancer dans une critique du complotisme, d'un consensus, ça risque aussi de mener au complotisme. C'est-à-dire que par esprit de contradiction, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait, mon cher Olivier Postel-Vinet? Un consensus qui nous paraît qui ne va pas et qui montre qu'il ne va pas. Mon cher André Berkoff, on travaille. Ah oui, mais c'est ça. D'ailleurs, vous finissez. D'ailleurs, j'adore. J'ai aimé parce que vous ne vous prenez pas au tragique et ni encore au sérieux. Je cite les dernières phrases de votre livre, c'est très intéressant. J'aurais bien aimé terminer ce livre dans un registre plus optimiste, mais c'est difficile. En l'écrivant, ça c'est moi qui ajoute, en l'écrivant, je n'ai cessé de me poser la question que beaucoup d'entre vous se sont aussi posés. Peut-on nuire aux polypes? Peut-on nuire à la bêtise? Un premier pas est clairement d'en mieux cerner la nature, d'en reconnaître l'ubiquité, d'identifier les facteurs susceptibles de l'alimenter. Ce que je me suis efforcé de faire ensuite, organiser la résistance. Mais l'ennemi est partout, en nous. Comment agir? Je ne sais pas très bien. Vous aurez peut-être des idées. Et ce sera le prochain livre d'Olivier Postel-Vinet, sans doute, avec With a Little Help from My Friends. Je crois que nous avons Pascal. Oui, nous avons Pascal qui nous appelle de Grenoble. Pascal, oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi. J'aurais une citation, une remarque et une question. Allez-y. Pour votre invité. Allez-y. La citation, c'est Coluche qui parle de l'intelligence et qui dit que l'intelligence, le problème, c'est qu'on croit toujours en avoir assez. Donc, j'aime bien cette idée. La remarque, c'est que Berkoff, vous êtes toujours au top. La réaction sur Trump, elle est géniale parce qu'elle est immédiate et je trouve qu'elle illustre bien la lutte contre la bêtise. La bêtise, c'est quand on se ramène au plus grand nombre pour être du bon côté du manche, quoi. Tout le monde tape sur Trump automatiquement. Si vous dites que vous aimez Trump, vous êtes forcément un imbécile. Alors que des imbéciles, on peut en trouver plein. Si vous prenez Biden, il ne sait pas faire la différence entre sa tête et ses pieds, et on pourrait très bien le mettre en couverture du bouquin, quoi. Et aussi pour ce qu'il a fait en politique, ou d'autres. Hein, d'accord. Et la troisième, Pascal, vous aviez... Et la question, c'est de demander à l'auteur, au monsieur, si finalement, quand on fait un ouvrage, quel que soit le sujet, et surtout sur la bêtise, on ne se place pas un peu en surplomb, finalement, et on s'extrait du sujet, quoi. Et dans un deuxième temps aussi, finalement... Est-ce que... Bon, j'ai oublié la deuxième question, c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, vous avez... Alors, est-ce qu'on se met en surplomb, Olivier Postel-Vinet?
D'après, voilà, vous avez écouté Pascal. C'est un livre, c'est un exercice kamikaze d'avoir écrit ce livre, évidemment. Évidemment qu'on se met en surplomb et on s'expose à toutes les critiques du genre de celles que j'entendais dans la cour de récréation de l'école. C'est celui qui le dit qu'il est. Voilà, bien sûr. En même temps, à partir du moment où c'est un vrai sujet de société, un sujet qui mérite examen, eh bien, la mise en surplomb me paraît légitime. Alors, elle est valable ou elle l'est pas. C'est au lecteur de juger. Mais c'est indispensable. Mon attitude, bien sûr, je suis journaliste, mais c'est aussi un peu une attitude de sociologue, d'apprenti sociologue, disons. Oui, non, disons un apprenti, oui, regarde, mais une chose, pourquoi vous avez commencé, par reprendre sur Trump, pourquoi vous avez commencé par le QI et surtout, moi ça m'a étonné, mais après tout, par le nez, où vous dites vous-même à la fin, oui, c'est pas avec le nez ou les lèvres ou qu'on va juger de la chose. Ça, c'est une plaisanterie, c'est parce que vous avez oui, c'est une boutade. Oui, c'est une boutade parce qu'il y a eu toute une tradition qu'on appelle la physiognomie, qui remonte au XVIe siècle, qui a trouvé son essor au maximum au XIXe avec les nouvelles, avec Broca et les nouvelles découvertes sur les formes du cerveau. Cette idée que c'est les formes du visage ou des formes du cerveau, des circonlocutions du cerveau représentent la personnalité de l'individu. Ce sont des fantasmagories, mais c'est amusant. Oui, c'est ça, parce que... En revanche, c'est la question pour laquelle j'ai commencé à parler du QI. Trump est obsédé par son QI, donc c'est un truc assez amusant qu'on peut raconter. Mais ce qui est plus sérieux, c'est que beaucoup de gens assimilent QI et intelligence. Bon, non. Le QI mesure une forme très particulière d'intelligence, qui est l'intelligence algorithmique, alors très utile, bien sûr, si on veut faire polytechnique, très utile. Moi, mon intelligence algorithmique est assez limitée, comme mes amis polytechniciens le savent, mais en revanche, c'est clairement une forme d'intelligence parmi beaucoup d'autres. Et la bêtise, d'une certaine façon, se moque du QI. Le QI, c'est un de ces... Oui, c'est un compartiment, disons. C'est ça. Mais justement, dans ce que... Je voulais vous citer... attendez, je vais le retrouver, c'était page 118. Voilà. Et vous rappelez, alors c'est quand même intéressant, vous dites ceci, vous dites les techniques récentes d'invention hormonale et chirurgicale n'ont peut-être pas conscience de ce détail. Chaque neurone de leur cerveau restera marqué, vous savez, on parle des filles et des garçons, chaque neurone de leur cerveau, même s'ils font toutes les transitions de genre, restera marqué par la présence de 2 chromosomes X s'il s'agit d'une fille, d'un chromosome Y s'il s'agit d'un garçon, ce qui n'est pas sans incidence sur leur corps et leur esprit. C'est-à-dire que toutes les opérations ne changeront rien à cela. On est bien d'accord? Oui. Ben alors, comment il se fait que, effectivement, soi-disant, on ne contourne pas ça, mais comment il se fait? Alors là, je voudrais vous demander une description du polype, dans les circuits universitaires et ailleurs. Tout ça, et en France, en Amérique et ailleurs, tout ça est accueilli avec une espèce de... non pas de bonhomie, mais avec d'enthousiasme. Mais oui, c'est vrai, il faut le faire. Je citais, juste avant que vous n'arriviez, un cours de l'Université de Liège, un cours obligatoire qui a commencé il y a un mois, en disant que tous les malheurs du monde écologique ne viennent pas de l'humanité, mais uniquement du mâle blanc hétérosexuel chrétien qui est le seul responsable. Tous les pays du monde n'ont aucune espèce dans les gaz à effet de serre, dans le CO2. Non, il y a que... Alors, on se dit, c'est quoi ça? C'est pas seulement de la bêtise, c'est quoi? Est-ce que le polype agit comment dans cette circonstance? Oui, en ce sens que... D'abord, c'est de la bêtise, évidemment, mais le monde universitaire est un monde qui est largement ancré à gauche. Toutes les statistiques le montrent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des universitaires de droite, mais la majorité des universitaires sont à gauche. Et dans les départements de sciences humaines, etc., la proportion est encore plus forte qu'ailleurs. Donc il est normal que les modes intellectuels qui sont largement imprégnés d'idéologies diverses et variées
imprègne fortement le monde universitaire. Donc ce sont, là encore, il s'agit d'un phénomène au fond, de conformisme intellectuel. Est-ce que c'est de la bêtise, ça? C'est de la bêtise dans la mesure où ça montre un bornage, si vous voulez. Ça montre que toute une collectivité de spécialistes bien pensants se trouve en fait dans l'impossibilité pratique d'aller au-delà d'un certain nombre d'idées préconçues qui se sont faites sur le sexe, par exemple, sur le genre, sur l'homme blanc, sur la race, etc. Et sur des préconçues, mais quand même construites par d'autres universitaires qui ont écrit des livres sur le sujet, etc. En tout cas, c'est pas le serpent qui se mord la queue, mais c'est un serpent qui se nourrit lui-même. On va continuer avec Olivier Postelvinet après cette petite pause. À tout de suite. Et si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Les Français parlent au français.